T'as pas avoir le mind à David Goggins. Tu sais, David Goggins se bat contre lui-même. Moi, je me bats avec quelqu'un qui est en train de me slicer des elbows dans la face. J'ai tapé des gars qui se rappelaient même plus de leur nom. J'avais du chagrin, je me sentais mal. Puis mon coach me prit par le collet puis il me dit, écoute, c'était toi ou c'était lui? Allez. Ah! Léo, il l'a fait, le 3 minutes. T'es capable. T'es correct, garde les mains hautes. Le gars m'avait tellement donné des coups solides au corps, des coups secs à point nu, que j'en avais pissé du sang. Charles, merci d'avoir accepté l'invitation. Absolument. Fait que tu te bats dans 9 jours. Ouais, à Las Vegas contre un Brésilien, Jean Silva, c'est UFC 303. C'était supposé être la carte de Conor McGregor, mais là, il s'est blessé. Là, on a Alex Pereira contre Jiri, qui est, à mon avis, un combat encore plus exceptionnel, hein, parce que souvent, on aime l'effet spectacle, le trash talk, etc. Moi, j'aime le fait que Jiri et Poatan, c'est pas des gars très verbales, mais leur aura fait de ce qu'ils dégagent, ces hommes-là, c'est incroyable. J'ai eu la chance de les rencontrer les deux dans ma carrière. T'as un homme de l'Amazone, puis t'as un autre qui suit le code du Bushido, le code du samouraï. Les deux parlent pas la même langue, c'est juste bad fighter contre bad fighter, puis ça rend ça genre vraiment assez exceptionnel comme match-up. Et qu'est-ce qui fait pour toi un bon match-up au niveau d'un combat de UFC? C'est ça, c'est que t'as envie de le voir au-delà du blabla. J'ai toujours détesté le trash talk. Sean O'Malley, il est très bon en termes de skills. C'est pour ça que je veux le regarder, pas parce qu'il dit des niaiseries puis qu'il fume des battes, etc. Donc, ce qui fait un bon match-up, c'est les skills. Puis on te voit souvent militer. Je sais que tu as fait plusieurs entrevues contre, justement, le mouvement un peu LGBTQ puis tout ça. OK, c'est nuancé. Je suis pas en train de militer contre eux. Je pense qu'une fois que tu as 18 ans, tu es majeur et vacciné, tu fais ce que tu veux. Par contre, il dit statistiquement, il y a plein de gens qui regrettent d'avoir fait la transition, mais comme je dis, tu as 18 ans, tu fais ce que tu veux. Il va y avoir des regrets, il va y avoir des choses moins cool. Là où j'ai un problème, c'est quand on va voir les enfants. Quand on plaît, il y en a qui disent « Ouais, mais au moins, on leur donne pas de drogue, c'est à 16 ans ou peu importe. » Tu sais, ça reste des drogues qui vont altérer à jamais leur code génétique, ça va changer leur puberté, le développement de leur cerveau, le développement de leur corps, etc. Donc, je suis pas pour ça. Je pense que les jeunes, ils ont déjà assez leur corps change, le fait qu'ils vieillissent. On doit apprendre tout ce qui est mathématique. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Est-ce que je veux devenir un fermier, un ambulancier? Peu importe. On a déjà tellement de questionnements quand on était jeune. Puis, on est une génération qui s'en est relativement bien sortie, puis on n'avait pas ça, nous. Puis là, on se rend compte que tous les jeunes sont sur l'adéral, toutes des drogues pour être mieux concentrés. La bouffe n'a jamais été autant transformée. Sont plugués sur des tablettes à longueur de journée. Quoi d'autre? Puis là, après ça, vous allez leur dire, bah, t'es un yel, un miel, un ci, un ça. C'est comme crème, laissez-les tranquilles. Mais qui a 18 ans puis qui se pose les questions nécessaires, bien, probablement qu'il va prendre une autre route. Puis respect à toi si c'est ça que tu veux faire. Donc, quand on dit militant, je suis pas contre eux. Je suis juste en train de dire, ben écoute, plus on va vers le progressisme, le wokisme, plus on a des gens... Tu sais, moi, j'ai toujours dit, je ne me ferai jamais dire comment faire par quelqu'un qui est sur les antidépresseurs. Puis ça, c'est un statement que les gens ont détesté. Je ne demanderai jamais à un pauvre comment être riche. Je ne demanderai jamais à quelqu'un qui ne sait pas cuisiner comment tu fais un steak. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis quelqu'un qui est attiré par les skills, par le type de personne que tu es, par les valeurs que tu projettes, plus que simplement... moi, mes antidépresseurs, puis mon psychologue, c'est le meilleur, je le vois tous les semaines. Je dis, si c'est le meilleur, c'est pas un bon psychologue. Mon physio, c'est le meilleur, je le vois tous les semaines. C'est pas un bon physio. Tu sais, quand tu vas voir quelqu'un pour te réamancher ou te remettre sur le droit chemin, il n'est pas supposé te revoir la semaine prochaine. OK, ça prend une couple de sessions, mais tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, c'est quoi qu'ils disent? Un client guéri, c'est un client perdu. Puis je pense que pour eux autres, c'est vraiment ça. Ils vont attaquer des personnes vulnérables. Puis je pense que tout vient d'une crise identitaire. C'est pour ça que je l'ai contacté, d'ailleurs, pour faire cet épisode-là, parce que c'est un jeune homme que je respecte beaucoup dans ses propos. Je trouve qu'il est très réfléchi. Puis, il y a une crise identitaire en ce moment chez l'homme. T'sais, exemple, on se promène dans la rue, on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu penses de la masculinité? Est-ce que ça a un impact? » Quand tu entends le mot masculinité, est-ce que c'est quelque chose qui sonne positif ou négatif? Puis tu dis, négatif, non, masculinité, trou d'un mur, méchanceté, etc. Puis je suis comme, oui, mais ça, c'est des hommes faibles. C'est pas la masculinité. La masculinité, c'est quelqu'un qui est capable de provide. Là, en tout cas, c'est une énorme nuance. Mais je pense qu'une masculinité saine, c'est nécessaire dans notre société. Il y a un déclin à ce niveau-là.
ça fait en sorte que les jeunes, surtout les jeunes hommes, sont perdus. Puis après ça, les parents, oh, ils regardent des vidéos d'Andrew Tate. Mais Chris, c'est le seul qui résonne avec eux, avec leur envie d'être une version meilleure d'eux-mêmes. Donc, j'ai fait un podcast avec Adamo récemment. Puis c'est ça que j'ai dit. Je pense que l'amour paternel et l'amour maternel, c'est deux amours qui sont différents. Je pense que l'amour d'une mère, c'est un amour qui est inconditionnel. Ta mère va t'aimer, peu importe ce que tu fais. Elle va quand même t'aimer, puis elle va essayer de t'encourager. Tandis qu'un père, lui, c'est un amour qui est plus l'amour de ton potentiel. Ce que je veux dire par là, c'est j'aime qui tu es, mais j'aime encore plus tout ce que tu peux être. On s'est tout fait dire par notre père au moins une fois dans notre vie, je suis pas frustré, je suis déçu. Ça fait mal parce que ton père s'attendait à plus de toi. Puis, je pense que c'est pour ça qu'il y a un taux disproportionné de suicide chez les hommes, parce que les hommes se regardent dans le miroir puis ils se trouvent dégueulasses parce qu'ils savent que ce qu'ils sont, c'est pas ce qu'ils devraient être s'ils avaient fait tous les choix qu'ils auraient dû faire pour être une meilleure version d'eux-mêmes. Mais c'est ça, c'est il faut que tu aies un sense of duty. Il faut que tu te dises, OK, j'ai ça à faire, puis au moins je vais pouvoir me coucher, puis je vais être bien avec moi-même. On a parlé de la défaite un peu plus tôt, que les gens vont beaucoup récompenser le fait de participer. On le sait, la UFC, c'est un milieu que la défaite ne pardonne pas. Dans ta carrière, tu as eu plusieurs combats qui étaient très, très proches d'une victoire, puis tu sais, ça aurait pu complètement faire basculer ta carrière. Est-ce que c'est des choses que tu regrettes aujourd'hui? Non, ben non. Non, tu peux pas vivre avec des regrets. Tu peux pas dire, si jamais ci, si jamais ça. Ça fait partie de la vie. Aussitôt que tu perds, tu avales ta pilule. C'est sûr que sur le coup, ça fait mal parce que comment ça fonctionne à l'UFC, c'est que notre bourse est coupée en deux. Fait que mettons que je faisais 150 000 $, ben là, j'en ai fait 75. Ça reste des bons sous, mais ça reste que c'est perdre 75 000 parce qu'un juge t'a vu gagnant, mais lui, il t'a vu moitié, puis lui, il t'a vu perdant. Clic, ça, c'est sûr que ça fatigue. C'est pas grave, ça fait partie de ton cheminement, puis tu vas voir que tu vas te développer quand tu fais face à ces moments-là difficiles. Le monde, non, ben je veux pas faire ça parce que si jamais je perds, non, je veux pas faire ça parce que si je... Ça fait partie de la vie. Puis c'est une phrase super quétaine de on apprend dans la défaite, c'est absolument vrai. T'apprends de quoi t'es fait, puis t'apprends que vraiment l'œil des gens, c'est pas si nécessaire que ça. T'sais, j'ai eu des articles de journaux, ça de gros qui était positif, puis ça de gros qui était négatif. Ça me dérange pas. À la fin de la journée, tu peux écrire ce que tu veux de bien ou de mal sur moi parce que les plus belles choses puis les choses les plus méchantes que j'entends, c'est moi qui me les dis à moi-même. Je suis ma plus grande critique, puis ça fait en sorte que je peux me développer, mais je suis très demandant envers moi-même parce que je veux level up, parce que je veux être le meilleur père, le meilleur combattant, je vais avoir mes finances stables. Si j'ai tout le temps une ultime version de moi que je cherche, mais quand même que j'arrive là, ben au moins je vais avoir fait le cheminement nécessaire pour me rapprocher de mon idéal. Mais de chasser un idéal fait que ma vie est tellement géniale. Il y a un gène dépressif dans ma famille, puis j'ai des gens autour de moi, cousins, peu importe, des gens proches, tu sais, qui ont struggle avec la dépression, sont tout le temps sur des pilules, etc. Puis je me dis, j'ai ce gène-là. Puis pendant longtemps, je me suis dit, mais quand j'ai un down, c'est à cause de ça. Absolument pas. Si j'ai un down, c'est que je fais pas les choses nécessaires pour m'améliorer. Puis une dépression, c'est pas après avoir perdu, je suis depressed, j'ai perdu. Non, c'est de te dire, OK, j'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Clac, clac, clac. OK, lundi, on est au gym. J'ai pas besoin de me remettre en forme après chaque combat parce que je suis constamment dans le gym. Ça va bientôt faire 15 ans. Non-stop. Je suis tout le temps là parce que j'aime ça. C'est mon brotherhood, j'ai mon maître Fabio, j'ai tous mes boys. J'arrive là puis on se sent tellement bien. Je dis mes boys, c'est le groupe. Il y a des femmes aussi qui s'entraînent avec nous, Corinne Laframboise, plein d'autres combattantes professionnelles qui s'entraînent avec nous. Mais ce brotherhood-là, on arrive puis on sait que tous ces gens-là sont en train de viser cet idéal-là. Donc, si tu es entouré de gens qui sont constamment en train d'essayer de s'améliorer, tu vas t'améliorer aussi. T'sais, il dit birds of a feather flock together. C'est Les Brown qui avait dit ça. Tu connais Les Brown? Non. African American guy, c'était un preacher dans le temps, puis incroyable comme homme. Puis il dit, dans le fond, toutes les ailes d'un oiseau battent ensemble. Si tu as des ailes si tu as des plumes qui sont faibles ou qui sont néfastes, puis tout, ils finissent par s'en aller. Ils resteront pas, puis ils vont pas s'envoler vers le haut. Donc, c'était une phrase que j'aimais beaucoup. Comment tu rentres dans l'octogone? C'est quoi ton mentalité? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu veux parler à la décision? Absolument, mais tu sais, c'est parce que c'est top. Tu arrives à l'UFC, fait que ce gars-là, il a autant faim que toi. Puis les Brésiliens, c'est une chose, j'aime combattre les Brésiliens. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont faim. T'sais, c'est des gens qui ont grandi dans des favelas, qui ont grandi... J'ai été au Brésil souvent. J'ai fiancé ma femme au Brésil dans des dunes. C'était vraiment typique d'un film. Puis j'ai rencontré le peuple, puis c'est un peuple qui a faim. Ils ont vraiment rien, contrairement à nous. Fait que de savoir qu'ils ont cette faim-là, de faire en sorte que toute leur famille puisse bénéficier du fait qu'ils vont doubler leur bourse, ils ont une certaine hargne qu'ici, on est plus confortable, tu sais. Fait qu'il y en a, non, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Mais moi, toute ma vie,
Tous mes combats, j'ai toujours donné mon 110%. Oui, j'ai été dans des razor close hedge décisions. Ça fait partie de la vie. J'ai un palmarès de 6 victoires, 4 défaites chez les poids plumes, dont 3 de ces défaites-là sont dans décision partagée. Fait que c'est comme trois fois où j'ai eu le salaire coupé en deux. Ça fait mal. Mais c'est pas grave. 6 fois, j'ai eu des victoires. J'ai eu des bonus. J'ai eu 2 bonus de performance de 50 000 qui, pour moi, ont changé ma vie. Oui. Fait que c'est ça. C'est tough de dire, ben je dois rentrer puis take out that guy parce que ce gars-là, il a faim aussi. Ouais. Mais oui, c'est ça le but. Puis là j'ai un adversaire qui veut fight. Le dernier était très évasif. Il touchait puis il s'en allait. C'était fatigant comme combat. J'avais l'impression de courir après quelqu'un tout le long. Puis il y a une statistique qui s'appelle des frappes significatives. Puis c'est comme il n'y a rien de significatif. Il m'aurait lancé 100 coups puis j'avais même pas une scratch d'en face. Je me souviens que quand tu t'es battu à Paris, après le combat, tu as signifié que comme tu te sentais pas toi-même dans l'octogone, tu as pris une longue pause. Ouais. Quand tu rentres dans l'octogone, c'est quoi qui se passe? Parce que, tu sais, on le voit, là, tu te bats, puis tout ça, mais tu sais, des fois, ton corps répond pas aussi bien, le workout n'a pas été aussi bien. Ouais. C'est quoi qui peut se passer? C'est quoi que tu penses dans un combat? Là, mettons que tu te fais amener au sol. Si tu penses, tu es une seconde en retard. OK. J'ai eu un combattant qui a combattu il y a 2 jours, il y a une semaine, excuse-moi, puis il a dit j'arrêtais pas de penser à ma droite, mais elle sortait pas. Puis je dis, ouais, mais quand tu penses, t'es trop loin en arrière. C'est pour ça qu'on est dans le gym, puis qu'on répète, puis qu'on répète, puis qu'on répète, pour être sûr que quand ce soit la soirée du combat, tout soit sur un pilote automatique. Puis tu sais, des fois, ils disent, ouais, mais si ton mind, il est en feu, tu sais, est-ce que tu as du cœur? Puis je dis, tu peux tout essayer. Si ton corps répond pas, si ton corps shut down, tu pas avoir le mind à David Goggins. Tu sais, David Goggins se bat contre lui-même. Moi, je me bats avec quelqu'un qui est en train de me slicer des elbows dans la face. Je l'ai vu arriver le coude. C'est comme un peu un ralenti, genre, ah! Puis je suis comme, asti, tu l'as vu, réagis, faites quoi? Puis tu me vois entre les rounds, tu sais, je suis de même en train de me taper le corps, je réveille, là, mes jambes engourdies, toutes. Puis ça m'a fait chier. Fait que oui, j'ai pris une longue pause. Je suis revenu, j'ai battu Kron Gracie. Je suis le seul Canadien à avoir battu une personne de la famille légendaire Gracie. Juste pour vous dire à quel point cette famille-là est légendaire en termes d'arts martiaux. C'est eux autres qui ont commencé l'UFC. Ils faisaient Vale Tudo. Vale Tudo, c'est tout est permis. Everything, ouais, c'est ça, tout est permis. Coup de pied au visage quand la personne est à terre, coup de tête, everything. Il n'y avait pas de gants dans ce temps-là, puis ils se battaient dans des favelas au Brésil. Puis après ça, l'histoire a fait en sorte que ça a créé l'UFC. Après ça, c'était un clash de style. Rickson Gracie et Royce Gracie. Royce Gracie étant l'oncle de Kron, celui que j'ai combattu. Et c'est lui qui est arrivé à l'UFC, puis il s'est mis à se battre contre des gars de 350 livres juicés, puis il s'est mis à les soumettre, puis à les exploser. Donc, personne au Canada avait été capable de battre un Gracie sauf moi. Ça fait vraiment du bien de savoir que j'ai réussi à pousser mon style. Puis maintenant, c'est quoi ta vision? En ce moment, tu as 28? 28. C'est quoi ta vision, mettons, Charles? Est-ce que tu dois encore faire ça pendant 10 ans? Non. Non, absolument pas. Mais c'est une bonne question, puis c'est de quoi qu'il faut plus de réflexion. Il faut que je m'assoie avec mon team pour en parler. Mais vous devez prendre en considération que la plupart des gars qui arrivent à l'UFC arrivent à peu près à 28-29. Donc moi, j'ai grandi à l'UFC. J'ai plus de fights à l'UFC que de fights amateurs, que de fights pro à TKO, etc. J'ai passé le plus grosse partie de ma carrière, je l'ai passé à l'UFC. C'est comme dire un gars qui a été sur la glace, sur ses patins depuis qu'il a 5 ans, mais il a fait du gros cheminement. Moi, mon cheminement, c'est fait, genre NHL, c'est rendu au top. Fait que c'est pour ça que c'est tough. Mais là, je sens que je m'approche de mon prime physique, je me sens de plus en plus fort. Pense à... T'as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. 20 ans, OK. Ben tu vois, je suis rentré à l'UFC à 23, puis ta force de 23 versus ta force de 28, ça n'a aucun sens. Tu sais, quand ils appellent ça le dad strength, là. Tu sais, des fois, il y a des gars ici, là, tu sais, qui ont 40 ans, ils font du jiu-jitsu depuis des années, ils te pognent le poignet, là, t'es comme, man, comment tu fais? Ils s'entraînent pas, ils font juste du jiu, mais quand ils te pognent, là, tu sais, la force de papa est là. Donc là, je commence à avoir de plus en plus ce feeling-là de, oh mon Dieu, je commence à rattraper le désavantage physique que mes adversaires avaient sur moi par le fait que je me battais contre des gars de 33 ans quand j'avais 23. Donc, je me sens de plus en plus fort physiquement. Oui, puis si tu y penses, je pense que la majorité des champions ont 32, 33, puis tu sais, t'as 4 ans de Bien là. dit. Oui, exact. La majorité, c'est ça. C'est 33, 34. Puis maintenant, c'est ça l'âge moyen. Puis maintenant, si, la vision, est-ce que c'est de faire un peu, je sais comment dire, rendu champion, mais tu sais, tout le monde maintenant que... C'est plus comme avec là, Georges Saint-Pierre. À l'époque de Georges Saint-Pierre, t'étais champion, là, tu faisais de l'argent. Maintenant, il y a du monde qui sont zéro, même pas proches d'être champion, puis qui font des montants astronomiques. Si t'avais le choix entre aller faire le plus de paycheck puis aller prendre la belt. Je prendrais le paycheck. Pourquoi? Parce que j'ai été champion d'une promotion. C'est sûr que c'est
c'était pas à l'échelle mondiale, mais quand tu as la ceinture, le concept derrière jamais fini, on dit tout le temps c'est jamais fini, c'est que même quand tu vas gagner la ceinture, le monde va te demander ah c'est quoi le prochain, c'est quand, tu sais, Georges Saint-Pierre, je vais toujours me souvenir de cette conférence de presse, le UFC 154, ils viennent de battre Carlos Condit au Centre Bell, il est défiguré, il a de la glace à la tête, il est comme ça, ils viennent de s'asseoir, première question, Nick Diaz veut se battre contre toi, nanana, puis il est là genre sérieux man, je viens de défendre la ceinture de championnat du monde, je viens de me faire kicker dans la tête, ça a été le combat le plus intense de ma vie, puis vous me demandez c'est quand le prochain, ça l'arrête jamais. Puis une ceinture, c'est cool parce qu'au moins pendant une soirée, tu vas pouvoir te dire crème, j'ai été le meilleur combattant au monde, mais je pense que sur le long terme, je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo de Mike Tyson qui est là, il prend ses belts puis il pitch. Il dit non, il dit ça c'était une soirée. C'était une nuit j'ai été champion du monde, that's it, mais il dit ça représente rien pour moi, il dit c'est le temps que je passe avec ma famille. C'est là que je fais le parallèle avec le besoin d'argent, c'est que si je peux me dire ben aujourd'hui je rentre pas travailler, je vais passer du temps avec mes enfants, je pense que là t'es plus qu'un champion du monde. À mon avis, c'est ça le but ultime, donc non-title fight ou un title fight pour le pouvoir être le champion du monde, parce que le champion du monde, c'est tu vas pouvoir dire au monde, mais je me bats pas pour l'approbation de personne, je me bats pour être sûr que mes enfants puissent avoir accès à des choses que moi j'ai pas eu. Donc c'est pour ça que je pense que l'argent est plus important. On a vu le cas justement malheureusement d'Adonis Stevenson dans les dernières années. Est-ce que c'est quelque chose qui habite ton esprit quand tu rentres dans l'octogone, de pouvoir te faire vraiment un KO qui serait tu serais jamais récupéré? Ça fait partie des risques. J'y pense pas. J'en ai fait. J'ai tapé des gars qui se rappelaient même plus de leur nom après le combat. Puis tu peux pas. Je me souviens, j'étais rentré puis j'avais du chagrin. Je me sentais mal. Puis mon coach me prit par le collet puis il me dit écoute, c'était toi ou c'était lui. Il dit là tu m'arrêtes ça. J'ai fait OK. Puis ça, c'était mon premier combat professionnel. Le gars, il avait perdu la carte complètement. Puis il avait dit est-ce que tu sais on est où? Puis il avait dit mais on est à l'école ou une affaire de même. Le gars était out. Puis je pense qu'il s'est jamais rebattu après. Fait que c'est sûr que le brain a mangé un choc. Ça fait partie de la réalité du sport. Il y a des gars qui prennent des KO. Dustin Poirier a pris des KO astronomiques. Il est toujours là. Donald Cerrone s'en est pris. Il y a plein de bons combattants qui ont mangé des gros KO qui sont encore là. Puis il y en a d'autres que ça en prend un. Puis après, ils sont comme non, j'en prends plus d'autres. J'ai mangé une fois un bon coup en Corée où j'ai fait oh shit, ce gars-là frappe fort. Mais le reste, je pense que j'ai un bon chin. Je pense que les Québécois on a un bon menton. Puis tu vois, dans la UFC en ce moment, il y a beaucoup le phénomène des Russes qui t'amènent au sol puis qui te laissent là. Je pense que dans toutes les divisions, il y en a un dans le top 10. Toi, est-ce que tu avais déjà fait des memes même sur TikTok? Dana t'appelle, est-ce que c'est. Je sais que t'es pas le genre de gars qui refuse des opponents, c'est quelque chose qui te fait peur? Ah ouais, ben moi, il me dit je te donne temps, tu te bats contre lui, let's go, c'est ça ma job. J'ai jamais refusé, je vous le jure, je n'ai jamais refusé d'adversaire. Puis quand vous voyez vos héros, là, puis quand vous voyez des gars à la télé, ah lui il est fou, ils se font paver un chemin parce que ah non, pas lui, ah non, pas lui. Ils gagnent. Fait que si tu gagnes en choisissant tes adversaires, il n'y a pas de problème. Mais si tu perds, plus tu choisis tes adversaires, UFC te dehors, ils en ont rien à de toi. C'est comme, bro, t'es tough à matcher, puis tu livres pas la performance, ils vont te rapporter. Moi, j'ai accepté des changements de poids, des catégories au-dessus, des adversaires, des changements de dernière minute. J'ai accepté tout le temps tout ce qu'ils m'ont pitché. Ça fait en sorte que j'ai une très belle relation avec l'UFC. Et comment tu gères ta croissance dans ton combattant? Mettons, on parlait qu'il était 25e, d'un matin, d'un t'appelle, puis tu peux faire le top 10. Ouais. C'est quelque chose que tu dis à tes coachs, peut-être sur un trop gros step? Non. You do it. Parce que même si tu gagnes ou que tu perds, tu vas level up en tant qu'humain. Moi, je pense vraiment à la vie comme un jeu vidéo. J'ai été un grand fan de World of Warcraft. J'en ai joué. J'ai joué à ce jeu-là. C'est un MMORPG où il faut que tu grindes. Puis plus tu grindes, plus tu as des affaires cool. Puis c'est vraiment comme ça que la vie fonctionne. Le concept des jeux vidéo, c'est vraiment ça. C'est que plus tu mets du temps, plus tu work, puis oui, des fois tu vas perdre, mais c'est pas grave, tu continues, tu lâches pas. Puis tu peux pas juste te dire, ah, ben gars, je perds tout le temps, puis j'apprends tout le temps. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Faut que la prochaine version de toi soit géniale. Je m'étais fait dire par une personne de l'UFC qui est très connue, mais c'était une conversation personnelle. Puis il m'avait dit, ce qui est le fun avec toi, Charles, c'est qu'après chaque combat, tu évolues tellement. Puis je suis comme, oui, puis des fois, tu regardes des gars, tu regardes les 5 derniers combats, puis les 5 sont pareils. Win or lose. Mais je suis comme, non, man, je suis constamment en train d'augmenter mon jiu-jitsu, ma lutte, ma boxe, les angles. Tu sais, la boxe, c'est pas juste taper. Tu sais, quand ils appellent ça le sweet science, c'est vrai que la boxe, c'est tricky. Tu sais, quand tu te bats contre 2 top boxeurs professionnels, d'être capable de t'imposer puis de put the guys away, un peu comme Tank Davis, Gervonta Davis, faut que tu sois un gars assez exceptionnel. Puis c'est toute une question d'angle. Juste de tasser un peu ton pied comme ça, quand tu vas pousser dans le sol, tu vas tellement générer plus de puissance. Tu es à l'affût, tu as plus de distance entre ton adversaire. De travailler sur ces petits skills-là fait en sorte qu'à chaque fois que tu te bats contre moi,
sais pas quelle version de Charles il va arriver parce que c'est tout le temps de quoi de nouveau. Je peux me battre droitier, je peux me battre gaucher, je peux me battre style Muay Thai, je peux boxer. Contre Kron, j'ai seulement boxé parce que j'avais peur qu'il attrape un kick puis je me retrouve sur mon dos contre un maître de Jiu-Jitsu. Quand je dis maître, je pense que vous n'avez pas idée à quel point il y a le Jiu-Jitsu, il y a des ceintures noires puis il y a Kron Gracie. Son Jiu-Jitsu est exceptionnel. Puis j'ai réussi à nullifier ça parce que j'ai changé de Charles Muay Thai à Charles Boxing. Angle, puis on a fait un bon training camp avec mes coachs de boxe pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Tu sais que tu es près de beaucoup de jeunes combattants, tu mentors des gens. Selon toi, la relève au Québec en termes d'arts martiaux, est-ce qu'elle est belle? Tu sais, je sais que la UFC est revenue au Canada dans la dernière année. On parle beaucoup d'un événement au Centre Bell. Est-ce qu'on est proche de ça, selon toi? Non. Pourquoi? Parce que le Centre Bell, le problème, c'est que 80% des billets qui étaient vendus dans le temps, c'était des gens de l'Ontario. Donc, pourquoi les faire venir au Centre Bell? On va tout le temps aller à Toronto. Vancouver, c'est une belle scène aussi. Le Centre Bell, ils n'ont jamais aimé ça. Même quand Georges était là, les Québécois, ils supportent pas beaucoup ce sport-là. Même, je pense qu'aujourd'hui, le sport est très faible. La télé n'en parlait pas beaucoup dans le temps. Ils n'en parlent pas. Il a fallu que Georges soit champion du monde avant d'aller à Tout le monde en parle. C'est catastrophique à quel point les médias de masse se foutaient de ce sport-là. Mais pourtant, on va parler de la boxe. Quand la boxe, ils se battent contre des piments du Mexique, man, des gars qui ont des fiches de 0 victoire, 6 défaites, puis ils se battent contre le gars qui est « Ah oui, il est 8-0, 8 KO », puis tout. Puis je suis comme, man, comment tu te sens de savoir que tu embarques dans une cage, sachant très bien que tu vas défoncer cet adversaire-là. Puis là, les gars montent sa cage. Ah, gros flex. Fier de moi. Puis je suis comme, même, vous êtes des poseurs. C'est même pas un combat. Ils disent qu'un combat, c'est quand il y a de l'adversité. Puis là, t'as pas d'adversité, c'est seulement une performance de toi qui tapoche quelqu'un qui a pas d'affaires là. Fait que pour faire un parallèle avec ta question, c'est le problème aujourd'hui, c'est que le sport est devenu très populaire. Ça a des effets bien, puis ça a des effets néfastes. Les effets néfastes sont, les gars veulent être des vedettes. Grosse photo IG, ouais, gros fight, puis tout, puis t'as tabassé quelqu'un qui avait pas d'affaires là-dedans. Les gars refusent des match-ups en amateur. Moi puis mon frère Louis, il a fallu qu'on devienne des champions sur la cage, sur la réserve de Kanawake parce que le MMA était considéré illégal. Puis c'est fou, on avait 16-17 ans, notre mère, elle devait signer un papier comme quoi on était majeur, on faisait semblant, puis on avait vraiment pas l'air majeur, là, imberbe, tout petit. Puis on se battait contre des monstres, des gros dudes tatoués sur la réserve, puis on devait tout le temps se faire battre, mais on trouvait toujours le moyen de battre ces adversaires-là. Puis moi, je suis devenu champion à Kanawake, je suis devenu champion de la réserve, puis c'est assez génial. Mais là, c'est ça qu'ils disent aujourd'hui, « Ah ouais, non, c'est pas un bon match-up pour lui. » J'étais quoi, pas un bon match-up? C'est amateur. Battez-vous, man. Même la scène professionnelle, c'est la même chose. Ils veulent tous des Mexicains. Ils veulent tous se battre contre des gars plus poches qu'eux parce qu'ils veulent être des vedettes. Mais si tu es constamment en train de tabasser des gens moins bons que toi, tu vas jamais level up. Ouais, mais je me fais une fiche avant d'aller à l'UFC. Je me dis que tu arrives à l'UFC, qu'est-ce que ça va faire? Regarde Yohan Lainez. Yohan Lainez, par contre, une affaire, il s'est battu contre des très bons gars pour se rendre à l'UFC. Mais rendu à l'UFC, pa! Il a fini avec un palmarès d'une victoire, 3 défaites. Mais il s'est rendu. Il s'est rendu au top, à NHL, au top. Là. Donc, il mérite énormément de respect pour ça. Mais t'as beau battre tout le monde, quand t'arrives à l'UFC, c'est là que le vrai jeu commence. Puis le vrai jeu, il est joué avec des gars qui sont encore plus spéciaux que toi. Puis là, ça devient difficile. Sérieusement, je regarde tout ce que j'ai accompli. J'ai été double champion professionnel à TKO. Puis après ça, je suis arrivé. New thing, I'm the man, double champion. Ces gars-là, UFC, je vais leur montrer. Oh, il est bon. Oh shit, il est très bon. Tu sais, avec tous les combats à l'UFC que j'ai, je me dis, oh, man, tu penses que t'es un requin, puis là, t'arrives avec d'autres requins. Puis là, ça devient... C'est vraiment le game on. Fait que si t'es même pas capable de battre un gars, exemple que t'es 4-0, puis tu montes avec il y a un autre, ton adversaire est 4-0, ah ben non, j'ai peur, faudrait pas que je perde l'UFC. Comment tu peux penser à l'UFC si t'es même pas capable de battre ce gars-là? En tout cas, c'est des princesses, puis je suis content que le sport augmente. Il y a plus de jeunes dans le gym, ils aiment ça, mais du fait qu'on veut être des vedettes, là. Je pense que de toute façon, l'UFC semble vraiment pas aimer ça. T'sais, on a vu des fighters comme Belal Mohamed, Leon Edwards, des gars qui se montrent des fiches de fou, mais ils gagnent par décision. Fait... Stick sont plates. Stick sont plates, puis UFC les déteste. Ouais. Ils les détestent, ils n'aiment pas Leon. Puis je sais, parce que je vois des Inner Talk, puis ils sont vraiment méchants avec ces gars-là. Puis en plus, ces gars-là, ouais, mais je suis champion, ou ouais, je suis proche, payez-moi tant. Ils sont comme, pourquoi? Il n'y a personne qui va ouvrir sa télé quand tu es là. Check Donald Cerrone, Nate Diaz. Nate Diaz a quasiment une fiche de 50-50. Tu sais, je me souviens plus c'est quoi sa fiche, mais c'est comme genre 24-18, une affaire de fou. Mais man, il est tout le temps là, c'est un gangster, il est là pour se battre. Puis tout le monde va payer le pay-per-view quand c'est Nate ou quand c'est Nick.
Mais là, crime, t'as Belal Mohamed. Ouais, je suis invaincu en temps de fight. Nanana. J'ai comme. Ouais, mais t'es plate. T'es plate. La personnalité est plate. Tout est plate. Puis c'est surtout les wannabe Conor. Tu sais, quand t'essayes de faire comme Conor McGregor, t'as pas compris, man, parce que t'es pas capable de faire ce que Conor a fait. Tu sais, le monde dit, ouais, Conor, c'est un gros parleur. J'ai un gros parleur. De quoi tu parles? Qui a knocké José Aldo en 13 secondes, qui était invaincu depuis 15 ans. Après ça, il a knocké Eddie Alvarez, puis il est devenu le premier champ. Ce que Conor a fait, oui, il a eu beaucoup de paroles, mais il l'a backé avec sa main gauche, là, son backhand. Il y avait un touch of death qu'on appelle, là, quand celle-là elle touche, tout le monde tombe. Il est exceptionnel comme combattant. C'est un peu plate qu'il ne soit pas sur la carte, mais bon, on a un autre left hand de la mort, Pereira. Si je ne me trompe pas, il y a Ian Gary aussi sur sa carte? Oui, qui se bat contre Michael Venom Page. Ça, c'est un gros combat. Qu'est-ce que tu penses de Ian Gary? Penses-tu qu'il a le potentiel? Il est bon. Non, pour de vrai, il a des bons skills. Il se fait détester. Le monde le déteste online. Il a eu des propos assez racistes envers Geoff Neal. Il a fait une coupe de niaiseries que t'es comme... T'avais-tu vraiment besoin de ça? Parce que juste Ian Gary, ses skills font de lui que ses skills parlent plus que ses paroles. Mais là, il sent le besoin de dire des niaiseries. Puis, ils sont même pas drôles, on dirait, ces affaires. On dirait que c'est comme quand quelqu'un essaie d'être trop drôle, t'es comme slow down. Pour finir là-dessus, Charles, il y a 2 ans, plus ou moins, dans ta catégorie de poids, il y a eu Max Holloway contre Korean Zombie, qui était comme un peu un beau fight pour Korean Zombie de se retirer. Si je te demandais, Charles, toi, ton dernier fight, là, le Legacy fight. Max Holloway? Max Holloway, mano à mano, le BMF. Ça, c'est mon dream match-up. Genre, tu me demanderais la ceinture au Max Holloway, je vais me battre avec Max Holloway. Puis vous avez... C'est fou parce qu'on dirait qu'il est dans l'UFC depuis tellement longtemps, mais vous avez sensiblement le même âge, si je ne me trompe pas. 31, je pense. Oui, il est arrivé tôt. Il est arrivé à 22. Moi, je suis arrivé à 23. Puis, ouais, Max Holloway est exceptionnel comme combattant. Tu vois que c'est des gens qui ont faim, encore une fois. C'est des gars qui partent des bidonvilles à Hawaii. Il s'est toujours battu pour avoir une meilleure vie. Donc, faut élever notre chapeau. Juste quand on pensait qu'il était terminé, il revient avec un knockout de la mort. Justin Gaethje, c'est incroyable. C'est un combattant exceptionnel. Je pense qu'il vient d'annoncer justement qu'il va se battre contre Ilia Topuria. À la Sphère. Je sais pas si vous avez déjà vu la Sphère à Las Vegas. C'est assez exceptionnel. C'est un gros dôme technologique. Ils ont fait des shows de musique, puis là, ils vont faire le premier show d'MMA. Je pense pas qu'il y a énormément de sièges là-dedans. Fait que je sais pas comment ça va être placé, mais ça va être... Moi, je veux être là. Je veux pas être là en tant que fighter, je veux être là en tant que fan. Charles, pour finir, c'est quoi le message que tu aurais à laisser aux Québécois? On est tous programmés d'une manière ou d'une autre. OK? Il y en a qui disent « Ah, elle est programmée gauchiste, lui est programmé ci, programmé ça. » Choisissez un programme, puis votre programme, ça va être en fonction de qu'est-ce que vous consommez, que ce soit de la nourriture, que ce soit ce que vous consommez sur YouTube, vos réseaux sociaux, peu importe. Fait que si vous vous dites j'aimerais être un homme qui prend mieux soin de son apparence. Il y a plein de pages là-dessus. Je suis un homme qui aimerait apprendre l'autodéfense. Il y a des gyms partout de kickboxing, de boxe. Je veux apprendre comment gérer mes finances. Il y a plein de belles pages. Je veux apprendre comment être un meilleur orateur. Ah, je trouve que des gars de 30 ans, je trouve que c'est pas ma génération, ça me rejoint pas. Vous avez des jeunes de 20 ans comme Victor, man, qui vous drop du contenu constamment, qui est tout le temps sur le développement de soi-même, qui est génial. Puis c'est pour ça que je t'ai contacté, parce que j'aime le message que tu apportes. Donc, si vous cherchez quelque chose, c'est plus proche que vous pensez. Je pense que l'Internet fait en sorte qu'on est proche de tout, puis c'est votre job de bien l'utiliser. Internet, c'est comme un marteau. Avec un marteau, tu peux briser une fenêtre, tu peux construire un bateau. Et tu peux tout faire avec un marteau, mais c'est comment tu utilises cet outil-là. Donc, utilisez l'Internet à votre avantage. Assurez-vous que ce soit une source de motivation plutôt qu'une source de... C'est assez, là. Okay? Vous voulez être des hommes, vous voulez être des pères, vous voulez être des bonhommes. Travaillez là-dessus. Charles, merci encore de l'invitation. Merci à toi. Pour ton combat.